Voilà. Alors, donc, petit rappel, donc on avait vu les particularités, enfin les principales caractéristiques du code génétique. Hein. Et donc, on avait vu que la traduction est un processus complexe hein, qui nécessite différents intervenants, à la fois des ARN messagers, des ARN de transfert, des ribosomes, plusieurs facteurs protéiques qui vont être impliqués à chaque étape du processus de la synthèse de la protéine. Et en plus, donc, ce processus va consommer une grosse quantité d'énergie sous forme de molécules d'ATP et de GTP. Donc, les ARN messagers, on en a déjà parlé. La dernière fois, on avait terminé en parlant des ARN de transfert et de la structure des ribosomes. Et donc, à présent, on va pouvoir démarrer la synthèse protéique, parler de la synthèse protéique proprement dit. Donc, on était arrivé ici. Voilà, ça c'était la dernière diapo. Je pense que je vous avais présenté la dernière fois, donc la structure du ribosome, hein, dans lequel a lieu le processus de synthèse protéique. Et au sein de ces ribosomes vont entrer donc des ARN de transfert qui portent les acides aminés et qui vont être assemblés en une protéine au sein de ce ribosome. De même, au niveau du ribosome, va circuler l'ARN messager qui porte bien sûr l'information qui va permettre la synthèse donc, de cette protéine. Alors, petit rappel. Donc, la synthèse des protéines se fait depuis l'extrémité N-terminale de la protéine vers l'extrémité C-terminale de la protéine. Et pour cela, le ribosome va se déplacer le long de l'ARN messager. Donc, le trait bleu représente un ARN messager. Le ribosome va se déplacer de 5' vers 3' le long de l'ARN messager et lire l'information présente sur cet ARN. Donc là, j'ai représenté une protéine hein, pour bien vous rappeler que donc c'est un peptide orienté. D'un côté du peptide, vous avez une extrémité qu'on appelle une extrémité N-terminale caractérisée par la présence d'un groupement NH3+, un groupement amine. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, vous avez ce qu'on appelle le groupement carboxyle ou résidu C-terminal. Et donc la synthèse de la protéine se fait donc depuis l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale, ce qui signifie qu'on va rajouter des acides aminés à cette extrémité C-terminale de façon à la rallonger. On rallonge la chaîne en rajoutant des acides aminés à cette extrémité. Donc les acides aminés vont venir se lier à la chaîne peptidique en formant ce qu'on appelle donc des liaisons peptidiques. Ce sont des liaisons peptidiques qui vont unir les acides aminés les uns aux autres. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Alors, premier petit rappel, sur l'ARN messager, il va y avoir donc des signaux qui vont permettre de définir où démarre la synthèse de la protéine, où démarre l'information pour la synthèse de la protéine et où elle se termine. Puisque donc vous vous rappelez, comme je l'ai expliqué en TD, la totalité de l'ARN messager ne code pas pour la protéine. Seule une petite fraction de l'ARN messager porte l'information pour la protéine. Le reste des séquences qui sont présentes sur l'ARN messager sont ce qu'on appelle des séquences non codantes, mais qui ont bien évidemment une fonction régulatrice. Elles sont nécessaires sur l'ARN messager, mais elles ne codent pas pour la protéine. Et donc, ce que l'on appelle la phase ouverte de lecture, donc la région codant pour la protéine, est définie par le codon initiateur, codon AUG, qui indique donc au ribosome où va démarrer le processus de traduction.
et il va se terminer, la phase ouverte, la phase codant pour la protéine se termine au niveau des codons qu'on appelle les codons stop. Ce sont eux qui vont définir la zone codant pour la protéine. Le codon AUG va également définir ce qu'on appelle le cadre de lecture codant pour la protéine, donc la façon dont il faut lire les nucléotides par chapelet de 3, par codon, puisque 3 nucléotides spécifient un acide aminé. Et en principe, donc sur un ARN messager, comme c'est indiqué ici, on a 3 phases de lecture possibles, en se décalant à chaque fois d'un nucléotide. Et bien évidemment, il n'y a qu'une seule de ces 3 phases qui va spécifier la synthèse de la protéine. Et elle est définie par ce codon initiateur AUG. Alors, ce processus de synthèse protéique peut être divisé en 3 étapes, et vous retrouvez les mêmes noms que ceux qui sont utilisés pour les 3 étapes de la transcription. Puisqu'en effet, donc, la synthèse protéique comporte à la fois une étape d'initiation, une étape d'élongation et une étape de terminaison. Alors, durant l'étape d'initiation, donc le ribosome va venir se lier sur l'ARN messager et va reconnaître le codon initiateur, donc le codon AUG. Il va reconnaître l'endroit où doit démarrer la traduction. Durant la phase d'élongation, il y aura donc synthèse de la protéine, qu'on voit ici représentée en bleu. Et puis, donc, au niveau du codon stop, aura lieu le processus de l'étape de terminaison. Et vous voyez qu'à ce moment-là, lors de cette étape de terminaison, la protéine qui a été synthétisée est libérée et le ribosome se dissocie de l'ARN messager. Donc 3 étapes pour ce processus de traduction. Initiation, élongation, terminaison. Alors, la synthèse protéique est très semblable chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Il n'y a qu'une étape du processus pour lequel il y a vraiment des différences entre les prokaryotes et les eucaryotes. Et c'est précisément cette étape d'initiation. La première étape se fait différemment chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Donc pour cette étape-là, je vais la décrire à la fois chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Par contre, l'étape d'élongation et l'étape de terminaison, je ne la décrirai que chez les prokaryotes, parce que c'est la même chose chez les eucaryotes, il y a juste le nom de quelques protéines qui diffèrent, mais sinon le processus est le même. Par contre, l'initiation sera décrite à la fois chez ces 2 types d'organismes. Et donc, on va d'abord parler de l'étape d'initiation chez les prokaryotes. On va d'abord décrire cette étape chez les prokaryotes, donc chez les bactéries. Alors, sur cette diapo, on a répertorié ici la séquence de plusieurs ARN messagers chez Escherichia coli, ainsi que chez différents phages. Et donc, vous voyez que ces séquences ont été centrées autour du codon initiateur, AUG, qui parfois est un petit peu différent. Là, c'est GUG. Ça, je vous l'ai dit, que parfois, il y avait quelques petites différences, mais souvent, c'est le codon initiateur et le codon AUG. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est ici en bleu,
on observe que quelques nucléotides en amont du codon AUG, qui spécifie le démarrage de la traduction, on a ici, sur l'ARN messager, des nucléotides qui sont conservés, qui sont plus ou moins conservés entre les différents ARN messagers. Et donc cette séquence est importante parce que c'est grâce à elle que le ribosome va venir se fixer au niveau de ce codon initiateur. Alors comment ça fonctionne? C'est ce qui est décrit ici. Donc là, on a représenté un ARN messager avec ici le codon initiateur et ici cette séquence qui est représentée en bleu et qui est relativement conservée d'un ARN messager à l'autre. Alors cette séquence qui est représentée ici en jaune, elle porte un nom. On l'appelle la séquence Shine-Delgarno. On l'appelle également séquence RBS. Donc RBS ou Shine-Delgarno. Et donc comme vous le voyez sur ce schéma, cette séquence est complémentaire et est donc capable de former une double hélice dans la région qui se trouve ici, avec l'ARN ribosomial 16S. Et donc je vous rappelle que l'ARN ribosomial 16S est l'ARN ribosomial, on le voit ici, qui se trouve au niveau de la petite sous-unité ribosomiale chez les prokaryotes. Donc c'est l'ARN ribosomial de la petite sous-unité. Et donc, grâce à cet appariement de base, la petite sous-unité ribosomiale va donc venir se localiser sur l'ARN messager, va donc venir se lier à l'ARN messager. Alors en fait, cette première étape est un petit peu plus compliquée que ça. La petite sous-unité ribosomiale va effectivement venir se lier, comme c'est indiqué ici, au niveau du codon initiateur grâce à cet appariement de base, mais cette étape nécessite en plus des protéines. Des protéines supplémentaires sont nécessaires pour cette étape d'initiation. Ces protéines supplémentaires sont appelées facteurs d'initiation ou IF, parce qu'en anglais, on les appellera initiation factor. Et donc, en fait, pour cette première étape, cette étape d'initiation, on va avoir besoin de 3 facteurs d'initiation qui sont appelés donc IF1, IF2 et IF3. Et donc, sur cette diapo, on vous montre l'enchaînement des événements qui s'observent lors de cette étape d'initiation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans une première étape, la petite sous-unité ribosomiale 30S que l'on voit ici va s'associer avec 2 facteurs d'initiation, IF1 et IF3. Alors, IF1 bloque l'entrée du site A des ribosomes. Alors, petit rappel, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, mais bon, je préfère quand même le rappeler. Le site A des ribosomes, c'est un des 3 sites dans lequel peut venir se loger des tRNA. Et le site A du ribosome est le site qui se trouve ici. Donc la protéine qui vient se lier ici empêche un tRNA de se lier à cet endroit. Donc IF1 bloque l'entrée au site A du ribosome. L'autre facteur IF3, vous voyez, va permettre à cette petite sous-unité ribosomiale d'interagir avec l'ARN messager. Et enfin, le troisième facteur d'initiation, qui est appelé IF2, lui, il joue un rôle très important parce que, comme vous le voyez, il va se lier au tRNA
au premier tRNA qui va rentrer dans le ribosome et qui forcément est un tRNA qui porte une méthionine. Puisque je vous rappelle que d'après le code génétique, AUG code pour une méthionine. Donc un tRNA méthionine va reconnaître ce codon AUG. Et il va pouvoir se lier grâce à ce facteur IF2 qui est représenté ici. Alors, autre information importante que l'on voit sur ce schéma, c'est que ce facteur IF2 entraîne avec lui une molécule de GTP. Et lors de cette étape d'initiation, il y aura hydrolyse de cette molécule de GTP en GDP. C'est ce que l'on voit ici. Autrement dit, cette étape d'initiation consomme de l'énergie. On va consommer une molécule riche en énergie, une molécule de GTP. Et donc, lorsqu'il y a consommation de cette molécule de GTP, tous les facteurs d'initiation sont libérés. Il ne reste plus que la petite sous-unité ribosomiale. Et à ce moment-là, donc la grande sous-unité ribosomiale va pouvoir venir se lier et on va assembler un ribosome complet. Mais donc ça signifie que dans les premières étapes du processus d'initiation, seule la petite sous-unité ribosomiale est impliquée. Et ce n'est qu'à la fin que vient se lier la grande sous-unité ribosomiale. C'est ce que l'on voyait également ici. On vous montre que vient d'abord se lier la petite sous-unité ribosomiale et puis ensuite la grande sous-unité ribosomiale va venir s'associer, ce qui va permettre à ce moment-là de démarrer la traduction. Donc ça, c'est la manière dont ça se passe chez les bactéries, chez les prokaryotes. Chez les eucaryotes, l'étape d'initiation procède un petit peu différemment. C'est ce qu'on vous montre ici au niveau de cette diapo. Donc, au niveau de cette diapo, on vous rappelle d'abord comment la petite sous-unité ribosomiale vient se lier sur un ARN messager prokaryote grâce à cette interaction entre l'ARN ribosomial 16S de la petite sous-unité ribosomiale et la séquence Schindel-Garneau. Par contre, chez les eucaryotes, ça ne se passe pas de la même manière. Alors, chez les eucaryotes, comme chez les prokaryotes, c'est d'abord uniquement la petite sous-unité ribosomiale qui sera impliquée dans l'étape d'initiation. Ça ne change pas. Et donc, cette petite sous-unité ribosomiale qu'on a représentée ici, elle va venir se lier au niveau de la coiffe. Donc, elle va reconnaître la coiffe qui est présente sur les ARN messagers eucaryotes. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais dit, lorsque j'ai parlé de la coiffe, que cette structure était nécessaire pour la traduction. Et donc, on voit maintenant à quoi elle sert. Cette coiffe va permettre de recruter cette petite sous-unité ribosomiale. Donc la petite sous-unité ribosomiale se lie au niveau de la coiffe et puis ensuite elle va se déplacer, elle va coulisser le long de l'ARN messager jusqu'à venir rencontrer le codon initiateur. Donc elle se déplace le long de l'ARN messager à la rencontre du codon initiateur. Donc ça, c'est différent parce que chez les prokaryotes, la petite sous-unité ribosomiale, elle se lie directement au niveau du codon initiateur. Tandis qu'ici, ça se fait en deux temps. Elle se lie à l'extrémité de l'ARN messager, puis elle se déplace pour rencontrer le codon initiateur.
Donc une étape d'initiation qui se fait différemment. Alors voyons maintenant comment procède la seconde étape du processus de synthèse protéique, donc l'étape d'élongation. Et donc là, comme je vous l'ai dit, je ne parlerai que de l'étape d'élongation chez les prokaryotes. Évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, c'est la petite sous-unité ribosomiale et bien sûr, la grande sous-unité ribosomiale va venir se lier ensuite. Là aussi, on va former un ribosome complet pour permettre le démarrage de la traduction. Alors, petit rappel. J'ai déjà fait ce rappel là tout de suite, mais je reviens encore dessus parce que c'est important pour comprendre l'étape d'élongation. Au niveau donc des ribosomes, là on a un ribosome complet avec la petite sous-unité ribosomiale et la grande sous-unité ribosomiale. Donc il y a 3 sites dans lesquels peuvent venir se localiser des ARN de transfert. Le site E, le site P et le site A. C'est ce que l'on voit ici. Et en noir, on a représenté un ARN messager. Et donc, les tRNA qui sont localisés respectivement au site P et au site A interagissent au niveau de la boucle de l'anticodon avec 2 codons successifs. Celui-là interagit avec 3 nucléotides et celui-là interagit avec les 3 nucléotides suivants. C'est ça qui va permettre de lire les codons 3 par 3 les uns après les autres. Donc ils interagissent avec 2 codons contigus. Alors comment ça se passe? Comment se fait cette étape d'élongation? Donc sur ce schéma, on a refait un schéma, si je puis dire, du ribosome à la fin de l'étape d'initiation. Donc à la fin de l'étape d'initiation, on a formé un ribosome complet. On a ici le codon initiateur AUG et ce codon initiateur AUG interagit avec un tRNA au niveau de la boucle de l'anticodon. Il interagit avec un tRNA qui porte une méthionine puisque le premier codon code pour une méthionine. Et donc, comme vous le voyez, ce tRNA est localisé au site P du ribosome. Il est localisé au site P. Autrement dit, le site A est vide. Et donc, à ce moment-là, le tRNA qui porte l'acide aminé suivant et qui correspond donc au codon ici CCC, c'est une alanine, va entrer au site A du ribosome. Alors, ce tRNA, il ne va pas pouvoir rentrer tout seul au site A du ribosome, c'est ce qu'on vous montre ici. On va avoir besoin d'une protéine supplémentaire qu'on appelle cette fois-ci un facteur EF pour facteur d'élongation, elongation factor. Et donc ce facteur est appelé EFTU et lui aussi il est couplé à une molécule de GTP. Et donc c'est ce facteur EFTU qui permet au tRNA d'entrer ici au site A du ribosome. Et une fois de plus, on va consommer de l'énergie. Chaque fois qu'un tRNA rentre au site A du ribosome grâce à ce facteur EFTU, on a hydrolyse d'une molécule de GTP en GDP. C'est ce que vous voyez ici. Donc maintenant, on a au sein du ribosome 2 acides aminés, la méthionine et l'alanine. Et donc, la liaison peptidique va s'établir, on va lier les 2 acides aminés entre eux. C'est ce que l'on voit ici. Et vous voyez également que maintenant, donc, c'est le tRNA alanine qui porte
ce dipeptide, ces deux acides aminés qui ont maintenant été ligaturés entre eux. Par contre, le tRNA méthionine, ici, il ne porte plus d'acide aminé. Il ne porte plus d'acide aminé. Il a été déchargé. Après donc la formation de la liaison peptidique, on a donc une dernière phase pour l'élongation que l'on appelle la translocation, ou translocation du ribosome. Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette étape de translocation? On le voit très bien. Durant l'étape de translocation, on va décaler les sites de chacun des tRNA. Le tRNA qui était ici au site P va passer au site E, site excite. Le tRNA qui était au site A se décale et va maintenant se retrouver au site P, ce qui va permettre donc de libérer le site A et donc de revenir à l'étape initiale pour permettre l'entrée d'un nouveau tRNA et donc permettre au troisième acide aminé de la chaîne de venir se lier. Et donc cette étape, c'est ce qu'on appelle la translocation du ribosome. Et durant cette étape, on voit aussi que l'ARN messager se décale de 3 nucléotides le long du ribosome. Le codon CCC qui était en face du site A, eh bien ce codon CCC est maintenant en face du site P. Alors cette étape de translocation, elle ne se fait pas toute seule, elle nécessite également une protéine que l'on appelle EFG et qui elle aussi utilisera l'énergie de l'hydrolyse du GTP en GDP pour permettre cette translocation. Alors, ce n'est pas représenté sur cette diapo, mais donc ces facteurs, aussi bien EFG que FTU, doivent être recyclés. Or, vous voyez qu'à la fin de l'étape d'élongation, tous les deux portent du GDP. Là, on a du GDP, là, on a du GDP. Donc, il faut recharger ces facteurs en GTP, les lier à nouveau à une molécule de GTP, et ça se fait grâce à ce qu'on appelle des facteurs d'échange qui vont permettre de recycler ces facteurs, donc les lier à une nouvelle molécule de GTP. Et donc ce cycle va se reproduire un grand nombre de fois, ce qui va permettre donc de lier les acides aminés les uns aux autres, tout en lisant l'information qui est présente sur l'ARN messager. Alors, voyons un petit peu plus en détail comment se forme cette liaison peptidique au sein de l'ARN messager. C'est ce qu'on vous décrit sur cette diapo. Donc, sur cette diapo, donc on a représenté deux ARN de transfert. Il faut imaginer que là, le numéro 3 et le numéro 4, ce sont deux ARN de transfert. L'ARN de transfert numéro 3 porte, comme vous le voyez, un peptide qui est en train d'être synthétisé. Et en fait, cet ARN de transfert numéro 3 se trouve localisé, comme vous le voyez ici, au site P du ribosome. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le site P, parce il est lié à l'ARN de transfert qui porte le peptide. Donc P pour peptide. Le tRNA numéro 4, qui est représenté ici, porte l'acide aminé suivant de la chaîne. Et donc ce tRNA numéro 4, il sera localisé au site A du ribosome. Il va venir se localiser ici, ce qu'on voit là. C'est d'ailleurs pour ça que ce site A s'appelle A, parce qu'il va lier le tRNA qui porte
l'acide aminé, A pour acide aminé, et P pour peptide. Et donc, lorsqu'on forme la liaison peptidique, vous voyez qu'on rompt la liaison ici entre le tRNA et la chaîne peptidique. On va ainsi libérer le groupement carboxyle. Ce groupement va être libéré et il va réagir avec le groupement NH2 amine de l'acide aminé. Et on forme ainsi, comme vous le voyez, une liaison peptidique. Vous voyez bien qu'au cours de cette étape, le tRNA numéro 3, il est libéré, il ne porte plus de peptide ni d'acide aminé. C'est le tRNA qui se trouve ici. Il ne porte plus ni acide aminé ni tRNA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc cette réaction va être catalysée. Elle est catalysée au sein du ribosome, mais en fait, elle ne va pas être catalysée par une protéine, mais elle va être catalysée par l'ARN. Alors, cette activité catalytique est appelée la peptidyltransférase. Donc, c'est une peptidyltransférase qui catalyse cette réaction. Et cette peptidyltransférase est un ARN. C'est une petite portion de l'ARN ribosomial 23S. Autrement dit, l'ARN ribosomial qu'on va trouver dans la grande sous-unité du ribosome. Alors, donc un ARN qui a des fonctions catalytiques, qui se comporte comme un enzyme, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle un ribozyme. Ribo pour indiquer qu'il est de nature ARN et zyme pour rappeler enzyme. Donc on dira que la peptidyltransférase est un ribozyme. Et donc, à la partie basse de la diapo, on vous montre comment fonctionne ce ribozyme, cet ARN qui a des fonctions catalytiques. Alors, petit rappel, lorsqu'une protéine est une enzyme et catalyse une réaction chimique, généralement, on a ce que l'on appelle un site actif au niveau de l'enzyme, et les chaînes latérales de certains acides aminés présents au site actif participent à la réaction et donc vont permettre cette catalyse. Dans le cas de la peptidyltransférase, le site actif, c'est de l'ARN. Ce ne sera pas une protéine, ce sera de l'ARN. Et donc là aussi, on a certaines parties de la molécule d'acide nucléique qui vont participer à la réaction et qui vont donc ainsi catalyser la réaction. Et donc c'est ce qu'on a représenté ici. Ici, on a représenté une base adénine qui est portée donc par cet ARN ribosomial 23S, donc ce ribosome, et qui participe donc à la catalyse de la réaction. Donc là, on a représenté le tRNA qui porte le peptide. Ici, on a représenté le tRNA qui porte l'acide aminé. Et donc, vous voyez que l'adénine qui se trouve ici va lier de manière transitoire un atome d'hydrogène, ce qui va faciliter la formation de la liaison peptidique. Et puis après, cet atome d'hydrogène va être restitué au tRNA qui est en fait ici, ce tRNA qui s'est déchargé. Donc un ARN catalyse la formation de la liaison peptidique. Ça, c'est important de retenir. Ce n'est pas une protéine. Alors, il faut bien sûr que ce processus de synthèse protéique
soit rigoureux et qu'on intègre le bon acide aminé dans la chaîne peptidique. Donc, ce qui est important, c'est que soit sélectionné le bon aminoacide ARNT qui va rentrer au site A du ribosome. Il faut que ce soit donc le tRNA correct qui rentre ici au site A du ribosome. Si ce tRNA porte une alanine, il faut qu'il reconnaisse un codon alanine. Donc, il faut que cette reconnaissance se fasse correctement. Sinon, bien évidemment, on va introduire un acide aminé erroné dans la chaîne. Et donc, il y a plusieurs mécanismes qui vont contribuer à la sélection correcte de l'aminoacide tRNA qui va rentrer au site A du ribosome. Mais malgré qu'il y a plusieurs mécanismes qui permettent de sélectionner l'aminoacide tRNA, la fidélité du processus va quand même rester relativement faible, comme vous le voyez là. En général, donc, lors de la synthèse protéique, les ribosomes font une erreur tous les 1000 à 10 000 acides aminés incorporés dans les chaînes. Donc, c'est une fidélité quand même relativement faible. Et donc là, on vous cite deux mécanismes, non un seul mécanisme, j'en ai mis qu'un. Là, on cite un des mécanismes qui permet de sélectionner correctement l'aminoacide tRNA qui rentre au site A. C'est ce qu'on appelle l'activité GTPase de FTU. Alors, comment ça fonctionne? C'est relativement simple à comprendre. Donc, le facteur FTU, il est ici. C'est ce facteur FTU qui amène le tRNA au site A du ribosome. Et donc, ce facteur FTU, il ne va pas se dissocier immédiatement de ce tRNA. Il va se dissocier lorsqu'il y aura eu hydrolyse de GTP en GDP. À ce moment-là, il se dissocie et le tRNA est bien positionné au site A du ribosome. Cependant, ce que l'on observe, c'est que si le tRNA n'est pas le bon, autrement dit que l'appariement codon-anticodon ici ne se fait pas correctement, eh bien, il n'y aura pas hydrolyse de GTP en GDP. Donc, si l'appariement codon-anticodon n'est pas bonne, il n'y aura pas hydrolyse de GTP en GDP. Et donc, à ce moment-là, ce tRNA reste lié au facteur FTU et sera capable de ressortir du ribosome. Il va pouvoir ressortir du ribosome. Et un autre tRNA va venir à sa place, en espérant que ce soit le bon. On testera à nouveau l'appariement codon-anticodon. Autrement dit, donc l'activité GTPase, donc l'hydrolyse de GTP en GDP de FTU, est inhibée lorsque l'appariement est incorrect, ce qui va permettre donc à l'aminoacide tRNA de ressortir du site A. Donc un autre pourra venir prendre sa place. Et donc ça c'est important, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de sélectionner correctement le tRNA qui va rentrer au site A du ribosome. Alors, donc cette étape d'élongation va se répéter un très grand nombre de fois jusqu'à ce qu'on atteigne donc le codon stop. Et à ce moment-là, on aura terminaison de la traduction. Donc la terminaison va intervenir lorsqu'au niveau du site A du ribosome, c'est ce qu'on voit là, apparaît un codon stop. Là, on a représenté un codon UAG en rouge, c'est un codon stop. Alors, aucun tRNA ne va rentrer efficacement au site A parce qu'il n'y a aucun tRNA qui a une boucle d'anticodon qui est complémentaire de ce codon stop. Donc, à ce moment-là, va rentrer au site A du ribosome une protéine qui est représentée ici en rouge et qu'on appelle un facteur de terminaison.
Alors en fait, il y a deux facteurs de terminaison qui peuvent rentrer à ce niveau-ci, hein, et qui correspondent à cette protéine rouge. C'est soit le facteur RF1, qui lui est capable de reconnaître les codons de terminaison UAA et UAG, ou alors cette protéine rouge peut être un facteur de terminaison qu'on va appeler RF2, qui lui reconnaît les codons UAA et UGA. Donc il y en a deux, puisqu'on a trois codons stop et que chacun n'en reconnaît que deux. Donc, ce facteur rentre au site A du ribosome et comme vous le voyez, il va permettre de libérer le peptide qui a été synthétisé. On libère la protéine. Et le facteur RF3, le troisième facteur, va permettre la dissociation du ribosome, va permettre de libérer le facteur RF1 ou RF2 et il y aura dislocation du ribosome. Ce qu'on vous montre ici. Cette étape, ce qu'on appelle la dislocation du ribosome. Les deux sous-unités se séparent et on libère l'ARN messager. Alors, juste petite précision. Vous voyez qu'ici, on a représenté une molécule d'eau. On a besoin d'une molécule d'eau pour cliver la liaison qui est ici entre la protéine et le tRNA. C'est ce qu'on vous montre ici. Et en fait, cette molécule d'eau est amenée par cette protéine qu'on a représentée en rouge, donc par ce facteur RF1 et RF2. C'est ce qu'on vous montre sur cette diapo. Donc sur cette diapo, on a représenté cette protéine RF1 ici. Donc c'est un modèle tridimensionnel de cette protéine. Et d'abord, la première chose que l'on peut noter, c'est que la structure tridimensionnelle de cette protéine ressemble très fort à la structure tridimensionnelle d'un tRNA. Si vous vous rappelez, les tRNA ont une structure tridimensionnelle, là, voilà, qui ressemble un petit peu à une potence. Et ce facteur RF1, et c'est la même chose pour RF2, il a lui aussi une structure tridimensionnelle en forme de potence, ce qui va lui permettre donc de rentrer au site A du ribosome. Et donc on a agrandi la région qui se trouve ici, et vous voyez qu'au niveau de cette région, on a une molécule d'eau. Autrement dit, ce facteur RF amène une molécule d'eau à l'intérieur du ribosome. Et cette molécule d'eau est représentée ici, c'est elle qui va permettre de libérer le peptide. Alors, j'ai remis ici donc, une diapo qui récapitule tous les facteurs protéiques qui sont nécessaires donc, pour la traduction. On a vu qu'on avait des facteurs qui étaient requis pour chacune des étapes de la traduction, des facteurs d'initiation, des facteurs d'élongation et des facteurs de terminaison. Donc pour l'initiation, on a besoin d'IF1, IF2, IF3. L'élongation, je vous ai parlé du facteur EFTU qui amène les aminoacides tRNA au site A. Le facteur EFG qui permet la translocation. Et bon, ce facteur EFTS, j'en ai pas parlé, donc pas la peine de le retenir. Et pour la terminaison, donc je vous ai parlé de trois facteurs, RF1, RF2, qui vont reconnaître les codons stop et permettre la dissociation du peptide. Et RF3, là, il est marqué qu'il stimule RF1 et RF2, mais en fait, il permet à ces facteurs RF1 et RF2
de ressortir du ribosome et donc qui va permettre ce qu'on appelle la dislocation du ribosome. Alors, ce qui est intéressant de noter, je pense que vous en êtes aperçu, c'est que lors du processus de traduction, on va donc avoir une alternance de phases durant lesquelles les deux sous-unités ribosomiales sont associées, donc on forme des ribosomes complets. C'est la phase d'élongation. Mais par contre, on a également des phases durant lesquelles les deux sous-unités du ribosome sont séparées. Puisqu'en effet, donc, pour permettre l'étape d'initiation, seule la petite sous-unité ribosomiale est nécessaire et requise. Donc ça signifie que lors de l'étape de terminaison, il faut que ces deux sous-unités se séparent. On sépare les deux sous-unités du ribosome lors de la terminaison, ce qui va permettre de recycler ces sous-unités. On va d'abord recycler la petite sous-unité ribosomiale pour permettre l'initiation, et puis ensuite, dans un second temps, la grande sous-unité ribosomiale va venir se lier. Mais donc, on a une alternance de phases durant laquelle les deux sous-unités ribosomiales sont associées et d'autres durant lesquelles les deux sous-unités ribosomiales sont séparées, comme on le voit là. Alors, j'ai mis une dernière diapo pour vous montrer une particularité des ARN messagers en cours de traduction chez les eucaryotes. Donc ça, ce que j'ai représenté là, n'est valable que chez les eucaryotes. Et donc ce que l'on observe, c'est que chez les eucaryotes, dans le cytoplasme, les ARN messagers qui sont traduits forment des structures circulaires. Donc on peut très bien les mettre en évidence là, par microscopie électronique. Donc là, on a un ARN messager qui est en train d'être traduit. Et vous voyez que cet ARN adopte une structure circulaire. Et donc au niveau de ces structures circulaires, on a toute une série de ribosomes qui sont associés et qui se suivent donc les uns derrière les autres et qui tous synthétisent la même protéine à partir du même messager, du même message qui est donc sur l'ARN messager. Alors, ces structures circulaires ne se forment que sur les ARN messagers eucaryotes. On ne verra pas ces structures circulaires sur les ARN messagers prokaryotes. Alors pourquoi ? Parce que ces structures circulaires se forment parce que des protéines qui sont liées à la coiffe, donc ici on a la coiffe de l'ARN messager, et on voit qu'il y a des protéines qui viennent se lier à cette coiffe, et ces protéines vont interagir avec les protéines qui sont liées à la queue poly-A. Donc là, on a la queue poly-A de l'ARN messager, sur lequel sont liées ce qu'on appelle les poly-A binding proteins. On en a parlé lorsque je vous ai parlé de la queue poly-A. Et donc, ces protéines interagissent entre elles. Et grâce à cette interaction, on rapproche donc la queue poly-A de la coiffe et donc on circularise l'ARN messager. Alors, quel est l'intérêt ? Pourquoi forme-t-on ces structures circulaires ? L'intérêt, c'est que ça va permettre d'augmenter la vitesse de traduction et donc d'augmenter la quantité de protéines qui peut être produite à partir d'un ARN messager. On va pouvoir produire plus de protéines. Or, pourquoi ? Comment l'expliquer ? On peut l'expliquer par le fait que, grâce à cette structure circulaire, on rapproche physiquement l'endroit où se fait la terminaison de la transcription, autrement dit le codon stop, la terminaison de la traduction, donc le codon stop, de l'endroit
où démarre le processus de traduction, donc au niveau de la coiffe, puis le codon AUG. On rapproche ces deux régions. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque on libère les sous-unités ribosomiales au niveau du codon stop, ces sous-unités ribosomiales peuvent immédiatement être recyclées pour réinitier la traduction. Parce que donc, ces deux régions, l'endroit où se fait la terminaison et l'endroit où se fait l'initiation, sont très proches l'une de l'autre. Donc on va pouvoir très rapidement recycler les sous-unités ribosomiales. Et donc, grâce à ce mécanisme, on va observer un très grand nombre de ribosomes le long de l'ARN messager et donc produire une grosse quantité de protéines. Alors, ces structures circulaires portent un nom, on les appelle des polysomes circulaires. Alors, c'est également pourquoi, si vous revenez en arrière et que vous regardez les diapos où je vous ai décrit la formation de la queue polya, à ce niveau-là, il y avait une diapo où était précisé le rôle de la queue polya. Et donc, je vous avais indiqué que la queue polya était nécessaire pour la traduction. Et donc, on voit maintenant pourquoi. La queue polya est nécessaire pour la traduction parce qu'elle permet la formation de ces polysomes circulaires, ce qui va permettre d'augmenter la vitesse de traduction. Voilà, donc ça c'était la dernière diapo de ce cours sur la synthèse protéique. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre la dernière partie de cours? Est-ce que vous avez des questions? Oui, non? Non. De toute façon, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message ou alors la prochaine fois, vous n'hésitez pas à me les poser, puisqu'on fera quelques exercices pour illustrer ces mécanismes. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais un instant arrêter le partage d'écran pour permettre de voir à présent l'autre diaporama. Celui-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Et donc, on va à présent démarrer donc, le dernier chapitre de cours, qui ne sera pas très long, et qui est donc intitulé « La régulation de l'expression génique ». Donc, lors des deux cours précédents, on a parlé du processus d'expression. On a donc des gènes qui vont être transcrits en ARN messager, qui ensuite vont être traduits en protéines. Cependant, dans les cellules, tous les gènes ne vont pas être transcrits et traduits simultanément. On n'a qu'une petite proportion des gènes à chaque instant qui vont être transcrits et traduits. Autrement dit, donc, ce processus d'expression va être régulé. Il n'aura pas lieu à tout moment, il sera régulé. Et donc, on va d'abord parler de la régulation de l'expression génique chez les prokaryotes, et puis ensuite, on verra un petit peu comment se fait cette régulation de l'expression génique chez les eucaryotes. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il une régulation du processus de l'expression génique? Pourquoi ne va-t-on pas exprimer à tout moment les gènes dans une cellule? Alors, chez les organismes unicellulaires, donc chez les bactéries, puisqu'on va d'abord parler de la régulation de l'expression génique chez les bactéries,
La régulation de l'expression génique va permettre aux bactéries d'exploiter au mieux les molécules qui sont disponibles dans le milieu de culture. Lorsqu'une molécule est disponible dans le milieu de culture, que cette molécule va lui permettre d'être une source d'énergie ou une source d'azote ou autre, il faut qu'elle la métabolise. Et donc, il faut qu'elle exprime les protéines qui vont lui permettre de métaboliser cette molécule. Il faut également que si une molécule indispensable à la survie de la bactérie est absente dans le milieu de culture, il faut qu'elle soit capable de synthétiser elle-même ces molécules. Donc, c'est ce qu'on appelle en général l'anabolisme. Donc, et à ce moment-là, il faut qu'elle exprime les gènes qui vont lui permettre de synthétiser ces molécules. Et donc, il faut que ces deux mécanismes n'aient lieu qu'à bon escient. Puisqu'en effet, on a vu que le processus de l'expression génique, et en particulier la synthèse des protéines, est un processus qui est extrêmement coûteux. Et donc, il faut qu'elle exprime les gènes uniquement lorsqu'elle en a besoin, de façon à économiser au mieux ses ressources. C'est grâce à ça qu'elle va pouvoir se multiplier dans un milieu extérieur qui est très variable et qu'elle va pouvoir s'adapter rapidement aux modifications du milieu et aussi au fait que suivant le milieu, la croissance des bactéries sera rapide ou lente. Mais donc tout ça est permis et réalisable grâce à la régulation de l'expression des gènes. Alors chez les bactéries, le processus de l'expression génique peut intervenir à toutes les étapes du processus. Donc là, on a représenté les différentes étapes du processus de l'expression génique, donc la synthèse d'un ARN messager et puis ensuite la synthèse de la protéine. Et on vous montre les différents endroits où ce processus de l'expression génique peut être contrôlé. Donc, le premier endroit où il peut être contrôlé, c'est au niveau de la transcription. Évidemment, s'il n'y a pas synthèse d'un ARN messager, il n'y aura pas synthèse de la protéine. Donc, le gène ne sera pas exprimé. Et donc, il y a une étape de prédilection au niveau du contrôle de la transcription, c'est l'initiation de la transcription. Comme on le verra, c'est essentiellement au niveau de l'étape d'initiation de la transcription que se fait le contrôle. Pour certains gènes, le contrôle peut intervenir après la transcription. Donc l'ARN messager, comme on le voit là, est synthétisé, mais on peut contrôler la traduction. Dans certains cas, la traduction se fera très lentement, ou même elle ne se fera pas du tout. L'ARN messager est produit, mais il n'y a pas de traduction. Donc on peut contrôler la traduction. On peut également contrôler ce que l'on appelle la durée de vie de l'ARN messager. Si un ARN messager est très rapidement détruit, s'il est très instable, il ne pourra pas être traduit longtemps, donc on produira peu de protéines. Et enfin, dernière étape, donc on peut contrôler la transcription, la traduction, et on peut également avoir un contrôle qui s'opère après la synthèse de la protéine. En effet, très souvent, une protéine, lorsqu'elle est synthétisée, est inactive et elle doit subir des modifications chimiques supplémentaires pour devenir une protéine active. On parlera à ce moment-là de contrôle post-traductionnel, un contrôle qui a lieu après la traduction. Et donc, ce que l'on observe également très souvent, mais ça c'est uniquement chez les prokaryotes, c'est des boucles de rétroaction, que la protéine qui se trouve ici, qui est synthétisée, est capable de bloquer
le processus de transcription ou de traduction de sa propre protéine. Il y a des boucles de rétrocontrôle. Alors, donc différents endroits où peut avoir lieu le contrôle de l'expression génique, mais en fait, le principal point de contrôle chez les bactéries est ici l'étape d'initiation de la transcription. C'est pourquoi je vais uniquement vous décrire comment se fait la régulation ici au niveau de l'initiation de la transcription. Donc le principal point de contrôle de l'expression génique est l'initiation de la transcription. Et donc, si l'initiation de la transcription est bloquée, on produit très peu d'ARN et donc très peu de protéines. Par contre, si on facilite le processus d'initiation de la transcription, on va produire donc une grande quantité d'ARN et donc forcément une très grosse quantité de protéines. C'est un mécanisme très efficace. Alors, comment peut-on contrôler donc cette étape d'initiation de la transcription? Donc l'initiation de la transcription, je vous rappelle, c'est l'étape durant laquelle l'ARN polymérase va venir se lier au promoteur, va reconnaître le promoteur grâce au facteur sigma. Donc c'est cette étape-là qui va être contrôlée. Alors, premier niveau de contrôle, si je puis dire, et dont il est question ici, c'est que, en fonction des gènes, les séquences qui sont présentes ici et qu'on a représentées en violet, qui représentent donc la boîte Tata et la région -35, ce sont ces deux séquences qui sont reconnues par le facteur sigma, boîte Tata et les régions -35. Ces séquences qui sont ici, parfois diffèrent un petit peu des séquences consensus. Par exemple, au niveau -10, on ne va pas toujours avoir la séquence TA, TAAT. Parfois, il y a un G dans la séquence où il y a deux T. Et donc, à ce moment-là, ces séquences sont moins bien reconnues par le facteur sigma. Et donc, il y aura moins de fixation de l'ARN polymérase. Et donc, la variabilité des séquences consensus au niveau par rapport aux séquences consensus qu'on trouve en -10 et -35 vont définir ce que l'on appelle le niveau de base de l'initiation de la transcription. Certains promoteurs vont être reconnus facilement par l'ARN polymérase, donc la transcription sera abondante. D'autres vont être moins bien reconnus parce qu'ils s'éloignent du consensus et donc on aura peu, voire même pas de transcription. Donc ça, c'est un premier niveau de contrôle. Deuxième niveau de contrôle, des protéines qu'on a représentées ici vont contrôler l'accès de l'ARN polymérase. Alors, il y a deux types de protéines. On a d'une part des protéines que l'on va appeler des activateurs qui vont faciliter l'accès de l'ARN polymérase. Et là, c'est ce qu'on a représenté ici. On voit qu'on a une protéine activateur qui va faciliter le recrutement de l'ARN polymérase. Mais donc, si on facilite le recrutement de l'ARN polymérase au niveau du promoteur, il y aura une transcription abondante. Et on a d'autres protéines qu'on va appeler des répresseurs, qu'on a représentés ici en rouge, qui, elles, et donc ces protéines, elles vont avoir l'effet inverse, elles vont bloquer l'accès à l'ARN polymérase. Et on voit très bien comment elle fonctionne. Déjà là, on voit comment elle fonctionne. Lorsque cette protéine est liée à cet endroit, l'ARN polymérase ne peut pas venir se lier, ne peut pas reconnaître les séquences promotrices. Et donc, ces deux types de protéines vont réguler l'accès
de l'ARN polymérase, et donc contrôler l'initiation de la transcription. Alors très souvent, donc au niveau d'un grand nombre de gènes bactériens, le promoteur va être sous le contrôle à la fois d'activateurs et de répresseurs. On peut avoir les deux types de molécules, de protéines qui se lient au niveau de ces régions et qui vont ainsi permettre ce que l'on appelle un contrôle combinatoire. Ils vont permettre d'intégrer plusieurs signaux différents. Alors ça, si vous ne comprenez pas exactement de quoi il s'agit, vous allez le voir au travers d'un exemple. Je vais bien vous montrer de quoi il s'agit lorsqu'on parle de contrôle combinatoire. Donc ça, c'est juste une petite diapo qui résume ce que je viens de vous dire sur la diapo suivante, sur la diapo précédente. On peut réguler l'initiation de la transcription de deux manières différentes. Soit on parlera d'une régulation négative, si on a une protéine qu'on appelle un répresseur qui empêche l'accès à l'ARN polymérase, et donc si ce répresseur est lié, il n'y a pas d'ARN qui est produit, d'ARN messager qui est produit. Si ce répresseur n'est pas lié, on peut produire un ARN messager. On parlera à ce moment-là de régulation négative. Et donc, autre modèle de régulation, une régulation positive, cette fois-ci, à l'aide d'une protéine qu'on appelle un activateur. Et donc, cet activateur favorise la fixation de l'ARN polymérase et donc la synthèse des ARN. Donc, régulation négative, régulation positive. Alors, pour que vous compreniez bien ça, on va le voir au travers d'un exemple. Et donc, l'exemple que l'on choisit, c'est l'exemple de l'opéron lactose. C'est celui que vous allez trouver dans tous les bouquins de biologie moléculaire, parce qu'en fait, cet exemple est en même temps un exemple de contrôle combinatoire simple, donc ça permet de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de contrôle combinatoire. Alors, avant de vous parler donc de l'opéron lactose, il va falloir que je vous explique ce qu'est un opéron. Et donc ici, sur cette diapo, vous en avez un exemple. Donc on a schématisé ce qu'on appelle un opéron. Alors un opéron sont en fait plusieurs gènes. Alors les gènes sont représentés ici en rouge, et ces gènes, on les a appelés A, B, C, D et E. Et ces 5 gènes qui sont représentés ici sont sous le contrôle d'un seul promoteur. Il n'y a qu'un seul promoteur ici en amont. Donc l'ARN polymérase va se lier au niveau de ce promoteur et elle va synthétiser un long ARN messager qui est représenté ici en bleu et qui porte l'information des 5 gènes. Autrement dit, cet ARN messager va coder pour 5 protéines différentes, les 5 protéines codées par les 5 gènes qui sont représentées ici. Alors un tel ARN messager qui code pour plusieurs protéines, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle un ARN messager polycistronique. Et donc un opéron, c'est ça. Donc ce sont plusieurs gènes qui sont sous le contrôle d'un seul promoteur. Alors quel est l'intérêt pour la bactérie? Alors, ce ne sont pas n'importe quels gènes qui sont ici présents au niveau d'un opéron. Les gènes qui sont au niveau de cet opéron vont coder pour des protéines qui sont impliquées dans la même voie métabolique. Autrement dit, dont la bactérie aura besoin au même moment, dont la cellule aura besoin au même moment, pour permettre de synthétiser ou au contraire de métaboliser une molécule. Et du coup, cette structure en opéron
permet de coordonner l'expression de ces protéines. Donc ça va permettre à la bactérie de s'assurer que lorsque elle a besoin de métaboliser une molécule, tous les enzymes nécessaires à ce métabolisme seront synthétisés en même temps dans la bactérie. Donc ça permet de coordonner l'expression des protéines. Alors voyons à présent à quoi ressemble l'opéron lactose, dont on va regarder donc l'étape, le contrôle de l'initiation de la transcription de cet opéron. Donc l'opéron lactose, il est représenté ici, il est constitué de 3 gènes. 3 gènes qu'on appelle LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Donc à partir de cet opéron, on va synthétiser, comme je l'ai expliqué sur la diapo précédente, un ARN messager polycistronique qui va coder pour 3 protéines, puisqu'on a 3 gènes. Ces 3 protéines, vous les voyez ici, elles sont appelées bêta-galactosidase, perméase et transacétylase. Et donc ces 3 protéines vont permettre à la bactérie de métaboliser du lactose. Donc lorsqu'il y a du lactose dans le milieu de culture, ces 3 enzymes vont être produites et ça va donc permettre à la bactérie de métaboliser le lactose. Alors, à quoi servent ces 3 protéines? De manière très brève, parce que ce n'est pas l'objet de ce cours, hein. La transacétylase, je ne vais même pas en parler. La perméase, comme l'indique son nom, perméase, perméabiliser. Donc en fait, cette protéine, on va la trouver à la surface de la bactérie et elle va permettre au lactose de pénétrer dans la bactérie. Cette enzyme-là, cette protéine permet au lactose de pénétrer dans la bactérie. Cette enzyme qui se trouve ici, bêta-galactosidase, elle, comme c'est indiqué ici, elle va permettre de transformer le lactose en 2 sucres simples, galactose et glucose, qui ensuite pourront être métabolisés, comme vous l'avez vu avec Madame Banyuls, qui pourront être utilisés comme source d'énergie et permettre la synthèse d'ATP, notamment. Donc 3 enzymes. Alors sur cette diapo, on a regardé ce qui se passait dans des bactéries lorsqu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de lactose dans le milieu de culture. Et en particulier, on suit la quantité des enzymes de l'opéron lactose. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle enzyme, hein, on a suivi la quantité de bêta-galactosidase qui est présente dans les bactéries et la vitesse avec laquelle ces enzymes sont produites, sont synthétisées dans la bactérie. Alors au temps t égale 0, enfin, dans la partie qui précède le temps t égale 0, il n'y a pas de lactose dans le milieu de culture. Et donc vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de lactose dans le milieu de culture, ben, ces enzymes ne sont pas produites. Il y en a très très peu, sont très peu produites. Donc il y a très peu de bêta-galactosidase, de perméase et de transacétylase dans les cellules. Par contre, dès qu'on rajoute du lactose dans le milieu de culture, ces enzymes vont être synthétisées et donc on les voit apparaître en grosse quantité dans les cellules. On dira qu'elles sont induites. On dirait que ces enzymes sont induites, on parlera d'induction. Et par contre, si on prend les bactéries, qu'on les change de milieu de culture, qu'on les place dans un milieu de culture dans lequel il n'y a plus de lactose, autrement dit, on retire le lactose du milieu de culture, eh bien, vous voyez que très rapidement, ces enzymes ne vont plus être produites dans les cellules.
Leur vitesse de synthèse diminue très rapidement. Par contre, les protéines qui étaient présentes dans les cellules au moment où on retire le lactose, elles vont disparaître lentement, parce que les protéines sont relativement stables, donc elles vont être diluées au cours du temps et elles vont disparaître. On parle à ce moment-là de répression. Induction, répression. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que ces enzymes, et donc ce phénomène d'induction et de répression, ne s'observera que s'il n'y a pas de glucose dans le milieu de culture. S'il y a du glucose dans le milieu de culture et qu'on rajoute du lactose, autrement dit qu'on se retrouve avec 2 sucres dans le milieu de culture, donc à la fois du glucose et du lactose, eh bien ça ne marchera pas. On n'observera pas cette induction. Autrement dit, l'opéron lactose, il est contrôlé par 2 molécules. Il y a 2 molécules qui vont contrôler l'expression de l'opéron lactose. Le lactose et également le glucose. C'est pour ça qu'on va parler de contrôle combinatoire, comme on le verra sur les diapositives suivantes. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Donc cette régulation a lieu au niveau de l'initiation de la transcription. C'est grâce à un contrôle au niveau de l'initiation de la transcription qu'on va observer ce phénomène et qu'on observera ce phénomène qu'en l'absence de glucose. Donc c'est quelque chose qui se passe au niveau d'initiation. Alors donc ici on a représenté donc le promoteur de l'opéron lactose. Et donc vous voyez ici en bleu, donc la boîte Tata région en -10 et la région -35. Autrement dit, c'est cette région-là qui va être reconnue par l'ARN polymérase. C'est ce qu'on vous montre ici, c'est la région qui est recouverte par l'ARN polymérase. En amont, ici, vous avez une séquence qui va être reconnue par une protéine que l'on appelle la protéine CAP et qui est un activateur. Et ici, la région qui se trouve ici correspond à la séquence d'ADN qui va être reconnue par un répresseur. Donc, la protéine CAP est un activateur donc, qui facilite la fixation de l'ARN polymérase. Et le répresseur est au contraire une protéine qui empêche la fixation de l'ARN polymérase. Et donc, en fait, comme c'est indiqué ici, l'activateur va réguler la fixation de l'ARN polymérase en fonction de la présence ou de l'absence de glucose, alors que le répresseur, lui, donc, il va réguler la fixation de l'ARN polymérase en fonction de la présence ou de l'absence de lactose. Donc, deux protéines sont nécessaires pour intégrer ces 2 signaux, le lactose et le glucose, et réguler l'initiation. Alors, comment fonctionne la protéine CAP? Donc, la protéine CAP, c'est l'activateur. Alors, ce que l'on observe, c'est qu'en l'absence de protéine CAP, l'ARN polymérase se lie difficilement au promoteur. Autrement dit, l'ARN polymérase reconnaît mal la région -10 et la région -35. Alors sur cette diapo, on voit très bien pourquoi. Là, on a représenté les séquences consensus qui sont reconnues par le facteur sigma. Donc la boîte Tata, TA, TAT et la région -35. Ce sont ces séquences-là qui sont le mieux reconnues par le facteur sigma. Et si on compare maintenant les séquences qui sont réellement présentes
au niveau du promoteur de l'opéron lactose, ben, on voit que ça ne ressemble pas tout à fait à une boîte Tata. On a TAT et puis on a GTT au lieu d'avoir TAT, AAT. De même, la région moins 35, ben, vous voyez que la séquence qui se trouve ici ne ressemble pas tout à fait à celle-là. Donc, l'ARN polymérase reconnaît mal ces séquences et elle se lie difficilement au promoteur. Par contre, grâce à cet activateur, qu'on appelle donc la protéine CAP, l'ARN polymérase va pouvoir maintenant être recruté plus facilement au niveau du promoteur. On voit que l'ARN polymérase, c'est ce qu'on indique ici par cette flèche, interagit avec cette protéine. Il y a une interaction entre l'ARN polymérase et la protéine CAP. Et donc cette interaction amène l'ARN polymérase au niveau du promoteur. C'est pour ça qu'on parle d'activateur. Elle facilite le recrutement de l'ARN polymérase et donc l'initiation de la transcription. Alors, cette protéine CAP, comme je l'ai indiqué ici, c'est elle qui va permettre de réguler l'initiation de la transcription en fonction de la présence ou de l'absence de glucose. Donc maintenant, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on vous explique ici. Donc, lorsqu'il n'y a pas de glucose ou très peu de glucose dans le milieu de culture, à ce moment-là, une enzyme va être activée dans la bactérie. C'est ce qu'on appelle l'adénylylcyclase. Et cette enzyme, l'adénylylcyclase, transforme l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique va se lier à la protéine CAP et à ce moment-là, la protéine CAP est active et elle se lie à l'ADN. Autrement dit, la protéine CAP, cet activateur, ne peut se lier à l'ADN que si elle est elle-même liée à l'AMP cyclique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, dans ces conditions, elle permet le recrutement de l'ARN polymérase et donc il y aura transcription. Par contre, s'il y a du glucose, c'est ce qu'on vous montre ici, s'il y a du glucose dans le milieu de culture, à ce moment-là, cette enzyme, l'adénylylcyclase, n'est pas active. Donc, il y a très peu d'AMP cyclique dans la cellule, puisque cette enzyme permettait la synthèse d'AMP cyclique, donc il y en a très peu. Donc, la protéine CAP n'est pas liée à l'AMP cyclique, elle est inactive, et donc il y a très peu de transcription. Par contre, en présence de glucose, en l'absence de glucose, il y a de l'AMP cyclique dans les cellules, la protéine CAP est active et il y aura transcription. Donc, pour résumer, la présence ou l'absence de glucose dans le milieu de culture est mimée dans la cellule par la présence ou l'absence de la protéine CAP, de la molécule AMP cyclique. Et donc, c'est cette molécule AMP cyclique qui va réguler l'activité de la protéine CAP. En l'absence de glucose, il y a de l'AMP cyclique. En présence de glucose, il n'y a pas d'AMP cyclique dans les cellules. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Et je vais m'arrêter là-dessus. Comment fonctionne le répresseur? Donc le répresseur, lui, il va réguler l'expression, cette fois-ci en fonction de la présence ou de l'absence de lactose. Et vous voyez que ce répresseur, il reconnaît une séquence qui se trouve dans cette région. Autrement dit, la même région que celle qui doit lier l'ARN polymérase. Et donc ça, c'est problématique. Et donc on voit directement comment ça fonctionne. Lorsqu'il n'y a pas de lactose dans le milieu de culture,
Cette molécule, le répresseur, est produite par un gène qu'on appelle le gène I, qui est représenté ici. Donc ce répresseur vient se lier au niveau de sa séquence de reconnaissance, qui est représentée ici, et qu'on appelle un site opérateur. La séquence sur laquelle se lie le répresseur, et qui est représentée ici, hein, donc cette séquence qui est ici, c'est ce qu'on appelle le site opérateur. Donc le répresseur se lie, et conséquence, l'ARN polymérase ne peut pas se lier, et donc il n'y a pas de transcription. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a du lactose dans le milieu de culture? Donc, lorsqu'il y a du lactose dans le milieu de culture, le répresseur il est toujours présent dans la cellule, hein, mais ce répresseur va lier le lactose, c'est ce qu'on voit ici. Et lorsque le lactose se lie à cette protéine, le répresseur devient inactif. On vous a montré une petite pince ouverte, hein, qui est capable de se lier à l'ADN. Là, la petite pince est fermée. La protéine ne peut plus se lier à l'ADN. Donc, il n'y a plus de protéines liées à cet endroit. L'ARN polymérase peut se lier et elle peut du coup synthétiser l'ARN messager. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, la prochaine fois, lorsqu'on se reverra, je reviendrai très rapidement sur la notion d'activateur et de répresseur, hein, parce que, bon, entre-temps, vous aurez certainement oublié, et ce qui me permettra de vous montrer donc, ce contrôle combinatoire. Hein. Donc, je reviendrai sur ces notions la prochaine fois. Hein. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, ces notions d'activateur et de répresseur, de toute façon, on va revenir dessus en début de cours suivant, hein, pour que ce soit bien ancré. Et puis ensuite, on poursuivra le cours. Hein. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Hein. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.